On m'a forcé à épouser une veuve arabe de 67 ans, ma propre chef paralysée. C'est la première phrase que je répète encore, comme pour vérifier si tout ce qui s'est passé n'était pas une folie que je m'invente pour ne pas tenir le poids de la honte et du soulagement en même temps. Je suis partie du village parce que la terre de mon père menaçait de partir entre les mains des créanciers. Une parcelle aride, mais à nous depuis des générations. Ma mère m'a serré contre elle et m'a donné ses économies. Mon frère a promis de garder la maison et j'ai pris un vol pour Jeddah avec pour seules armes mon passeport et une promesse. Ramener de l'argent, assez pour payer, assez pour que la terre reste où elle devait être. Ce sont des promesses qu'on se donne la nuit, à voix basse, comme des prières. Jeddah m'a avalé comme une bouche grande et pleine de lumière. Le soleil y est plus coupant encore qu'au village. L'air semble brûler la peau quand on marche entre les immeubles de verre et les boulevards où passent des voitures aux vitres teintées. J'avais été embauché comme chauffeur personnel pour une maison qui n'était pas une maison, mais un palais. Marbre blanc qui réverbère la chaleur, aérosols dansants qui masquent les odeurs de cuisine, rideaux de soie qui tombent comme des bannières. On m'a dit « Doña Salma ». On m'a dit « Señora ». On m'a dit « Tu dois obéir ». Dans les premiers mois, je me suis réveillée à l'aube et aidée aux courses et poli des chaussures et attendu que l'on m'indique où garer la voiture. Ma chambre était petite, avec un ventilateur qui grinçait la nuit comme un animal mécontent. Les gens de la maison parlaient peu, leurs gestes disaient tout. À la table, on m'a présenté la photo d'une femme âgée, maigre, toujours assise dans un fauteuil roulant orné d'un coussin de velours. Elle portait des bijoux discrets, une main marquée par des veines bleuies, un visage qui n'était pas triste, plutôt calculateur. On l'appelait Doña Salma, et on m'avait dit qu'elle était paralysée depuis une opération. Il y avait un respect craintif dans la façon dont tout le personnel se taisait quand son nom était prononcé. Le premier contact avec Omar a été comme une ouverture de coffre-fort. Omar est le frère de Salma, grand, visage lisse, costume toujours impeccable, une odeur de tabac et de papier. Il me regardait comme on regarde une pièce de monnaie qu'on tiendra dans la main un moment avant de décider de la lancer. Il m'a dit que j'étais nécessaire, comme si j'étais une pièce de rechange dans une mécanique fragile. C'était lui qui m'a expliqué, sans détour, la situation. Il y avait, selon lui, des complications avec mon statut, des documents incomplets, des choses que je n'ai jamais vraiment comprises, des mots juridiques que je ne maîtrisais pas. Il a posé sur la table un papier et la feuille était pleine de chiffres et de signatures. « Tu dois signer ici », m'a-t-il dit. « Sinon, ta famille ici et au Mexique va payer pour cela. » Il énumérait des conséquences, des mots qui sonnaient comme des bouteilles cassées. Visa, amende, expulsion. Je sentais mon cœur se tasser dans ma poitrine. Omar ne me menaçait pas comme un bandit, il me donnait un choix enveloppé d'une logique qu'il voulait inattaquable. « Marie-toi avec ma sœur, a-t-il dit, ou nous mettons fin à ton contrat et nous demandons réparation. » Il a parlé d'une somme, un chiffre énorme pour moi, qui pourrait suffire à acheter la terre de mon père si j'obtenais la promesse qu'il me faisait, annuler la dette, régler les pénalités, garantir que personne ne viendrait réclamer. La première fois que j'ai entendu la phrase « Tu dois l'épouser », je pensais qu'il plaisantait. Après tout, pourquoi une vieille dame paralysée aurait-elle besoin d'un mari jeune? Mais Omar avait le regard immobile d'un homme qui croit avoir en main un fil conduisant à la vérité. Il n'y avait pas d'humour, il y avait plutôt un contrat étalé devant moi et un ordre. La maison est une scène, et Omar semblait tenir le rideau. Je n'ai pas résisté longtemps. Il y avait la photo de mon père dans ma poche, son sourire fatigué, les sillons de la terre autour de sa bouche. Il y avait la voix de ma mère qui m'appelait son fils et me rappelait à l'aube de la dernière saison de pluie. En fin de compte, on accepte ce qu'on croit être l'ultime possibilité. J'ai signé. J'ai signé parce que j'avais peur que le refus ne signifiât pas seulement ma propre chute, mais celle de ceux qui croyaient en moi. J'ai signé et la signature est devenue une cage. La cérémonie n'était pas une fête. On m'a dit de porter un costume sobre, de ne pas trop parler. Les invités semblaient choisis pour la fonctionnalité. Des notaires, des avocats avec de petites lunettes et des femmes au regard mesuré qui se contentaient d'acquiescer. Il n'y a eu pas de musique, pas de chant. Un imam est venu lire des paroles qui sonnaient cérémonieuses mais vides pour moi, comme le bruit d'une pompe que l'on actionne pour faire couler l'eau.
Donia Salma était là, drapée d'un châle qui dissimulait autant qu'il protégeait. Son fauteuil roulait lentement, poussé par une aide, et ses mains restaient comme deux papillons immobiles sur le velours de ses genoux. À la fin, on m'a demandé de prononcer des mots que je ne sentais pas, puis on m'a donné de l'eau bénite, pas pour moi, mais pour sceller la formalité. Cette nuit-là, la chambre conjugale semblait une salle d'attente. La lumière était réglée pour la commodité, il n'y avait pas de décor sentimental, pas de photos. Son coussin sentait la lavande, ou peut-être l'air acconditionné. Tout au plus des tentures et la moiteur tenue à distance par des filtres technologiques. Je ne savais pas où regarder. Je me suis assis d'un côté du lit et j'ai pensé que j'avais vendu une part de mon âme. Elle ne m'a pas regardée. Elle était muette, œillade basse, comme une statue qui vous tolérait. Je me rappelle la sensation de froid à l'intérieur de ma gorge, ce genre de froid qui ne vient pas du vent, mais de la conscience d'avoir accepté une chose indigne. Elle avait 7 fois mes années, elle tenait mon avenir dans une main invisible. Je me suis sentie misérable et étrangement protégée. Mon acte était un échange, un paiement symbolique, et peut-être le moindre des mots. Je me suis couchée et j'ai espéré que dormir permettrait de dissoudre la honte comme on dissout du sucre dans l'eau. Le matin, la maison respirait avec la même retenue. Les domestiques allaient et venaient, sans jamais croiser vraiment leur regard avec le mien. J'étais encore sous le choc de la formalité. Les portes en marbre claquaient doucement. C'est alors qu'Omar est venu me voir, non pas avec des menaces cette fois, mais avec un carnet et des chiffres déjà cochés. « Nous allons officialiser les choses », a-t-il dit. « La famille ne souffrira pas. Tu auras ta part du remboursement et ta famille au Mexique sera protégée. » Ces mots étaient mécaniques, calibrés pour apaiser un contrat mal avisé. J'ai laissé couler les jours comme on laisse passer les saisons. Le travail habituel est devenu ma routine, conduire, accompagner, veiller à ce que l'air soit à la bonne température, vérifier les portes blindées la nuit. J'apprenais les chemins de la maison comme on apprend l'odeur d'un village. Le carrelage était froid sous mes chaussures, et parfois je pouvais sentir le souffle du désert à travers les fissures des fenêtres, un goût sec qui me rappelait la terre de chez nous. Il n'y avait aucune intimité entre elle et moi. Les rares conversations étaient administratives, des ordres gentiment formulés, des questions sur la disposition des appartements, les repas. Donia Salma avait une voix qui ne tremblait jamais. Elle savait obtenir ce qu'elle voulait avec des syllabes retenues. Et je répondais par un simple « si » ou « d'accord », parce que c'était plus sûr. Elle n'implorait jamais de sympathie. Elle savait. C'était comme si elle me mesurait. À la maison, on la respectait autant qu'on la craignait. Mais il y avait autre chose derrière ce silence. Parfois, j'apercevais une lueur dans ses yeux, un calcul, une douceur camouflée, comme un trésor qu'on garde sous clé. Les jours passèrent, et la promesse d'Omar commença à se traduire par des actions concrètes. Des virements, des papiers envoyés au Mexique, un nom de banque mentionné dans une conversation. J'ai envoyé des preuves, photographies, numéros de transaction, et la famille, de l'autre côté du ciel, a respiré. Le père a arrêté de perdre ses nuits, ma mère a commencé à sourire avec une prudence nouvelle. Pour un instant, j'ai pensé que le poids que j'avais choisi avait un prix juste. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Au fond, une fissure. Dans la maison, les choses n'étaient pas placées comme je les avais vues la veille. Un verre était un peu plus à droite, une chaise non loin de l'armoire. J'attribuais d'abord ces anomalies à la présence d'autres domestiques, au balai invisible des aides. Mais une nuit, alors que tout était calme et que les ventilateurs faisaient ce ronron familier, j'ai trouvé un coussin du fauteuil légèrement déplacé, comme si quelqu'un s'était levé sans bruit. Le fauteuil lui-même était plus près de la fenêtre, orienté vers la lumière du matin, comme s'il cherchait à attraper l'aube. Ce n'était pas une erreur de rangement. J'ai regardé autour de moi. Personne dans le couloir. Je me suis approchée à pas feutrés. La lampe diffuse du couloir envoyait une traînée de lumière sur le marbre. Les empreintes sur le sol n'étaient pas nettes, des traces d'un talon peut-être. Et pour la première fois, quelque chose a résonné dans ma tête. Il y avait une possibilité que je n'avais pas envisagée. Mais je l'ai chassée, parce que penser à une vérité pareille et à la porter serait comme soulever un couvercle lourd. J'avais signé un accord et je n'étais pas censée poser de questions. Les semaines suivantes, d'autres petites choses se sont accumulées. Un tiroir entrouvert, une écharpe déplacée, la ceinture du fauteuil rouleau un peu plus lâche.
Les domestiques répondaient d'un haussement d'épaule, comme si le moindre frisson méritait un mot fatigué. Elle bouge dans son sommeil, ou elle a des spasmes. Ces explications semblaient suffire à tout le monde, mais pas à moi. Puis, la nuit de la cérémonie d'affaires, une sorte de dîner où Omar avait invité des associés, j'ai trouvé une clé dans une poche de veste que je ne connaissais pas. La veste était celle d'un des avocats, quelque part entre le salon et la porte de service. La clé n'avait pas d'étiquette. Elle était petite, lourde dans la paume, et en la tenant, j'ai pensé aux serrures que l'on choisit pour garder des choses secrètes. Ce sentiment d'être observé m'a fait dormir d'un seul œil. Je me réveillais à chaque bruit, notant tout, devenant un comptable des ombres. Je n'avais pas encore de preuves, seulement l'accumulation d'écarts, des signes qui, mis ensemble, dessinaient une silhouette de doute. Une nuit, j'ai décidé de garder le fauteuil sous mes yeux. J'ai pris une chaise, je me suis postée près de la porte entr'ouverte, et j'ai attendu. Ce n'était pas héroïque, c'était quelque chose de basique, la volonté de savoir. La maison, à cette heure, n'est qu'un souffle mécanique, climatiseur qui batte, lointain cliquetis d'un moteur, le tic-tac lointain d'une horloge dans une pièce que je n'avais pas visitée depuis des semaines. Les heures s'étiraient. Je regardais le halo de la lampe sur le parquet, mon cœur battant à un rythme que je surveillais comme on surveille un animal malade. Il y a eu un moment où j'ai cru que j'avais imaginé tout cela, que la fatigue d'avoir trahi, d'avoir signé, me jouait des tours. Et puis, j'ai entendu un bruit, si léger que j'ai d'abord cru que c'était le ventilateur. C'était un souffle, un froissement, quelque chose comme le glissement d'un tissu sur du bois. J'ai pensé à un chat. J'ai baissé la tête et j'ai vu une ombre se dessiner là où il n'y en avait pas auparavant. Une silhouette se découpait contre la lumière du couloir, fine, contrôlée. Elle n'avait pas la lourdeur d'un fauteuil. Je suis restée rivée, incapable de respirer pour un instant qui a semblé durer une éternité. La silhouette s'est tenue debout, comme si elle contemplait la fenêtre, et j'ai vu pour la première fois la courbe d'un mollet, puis la jambe, puis le pas assuré d'une femme qui se déplaçait sans assistance. Son pas était silencieux, elle ne boitait pas, elle marchait. Je n'ai pas émis un son, mon corps refusait de trahir son étonnement. Tout ce que je pouvais penser en 1000 éclairs était la même chose. Comment? Pourquoi? Depuis combien de temps? Les questions tambourinaient sans ordre. Mon premier réflexe a été de me couvrir le visage, comme si porter un masque pourrait effacer la scène. Mais la vérité s'est imposée dans le silence. Elle était debout, plus proche maintenant, et je pouvais distinguer la courbe de son cou, la douceur un peu raide de sa nuque, la robe qui tombait comme un voile. Elle a déplacé sa main, a touché le dossier du fauteuil comme pour vérifier quelque chose, puis, sans un bruit, elle s'est tournée vers ma direction. C'est là que j'ai vu ses yeux. Ce sont des yeux d'un bleu profond, ou peut-être sombre, qui semblent mettre en échec tout jugement précipité. Ils n'exprimaient ni dureté, ni honte. Il y avait une lueur d'espièglerie, peut-être, comme une personne qui sait qu'elle n'est pas prise en flagrant délit, mais qu'elle a laissé croire à tous une histoire. Son regard m'a cherché, m'a trouvé, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais être découvert, que l'on allait me renvoyer et que tout s'effondrerait. Puis elle a souri, très légèrement, et sa bouche n'a pas dit un mot. Elle a posé ses doigts sur ses lèvres comme pour m'intimer de me taire. C'est ce geste qui m'a glacé plus que tout. J'ai compris à cet instant que j'étais peut-être entré dans un jeu plus grand que moi, un jeu où je n'étais pas la première pièce déplacée. J'ai encore dans la tête le bruit des chaussures contre le marbre quand elle a repris son fauteuil et s'est assise, comme si rien ne s'était passé. Les coussins se sont ajustés à ses hanches, l'air a repris son ronronnement, et elle a repris son masque. Mais je savais que tout ce que j'avais accepté au nom de ma famille n'était qu'un écran. Je savais aussi que la vérité pouvait être un levier. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je me tenais au seuil de la porte, comme un chien en chasse, attentif aux moindres indices. Il n'y avait aucun mouvement apparent. Elle était assise, immobile, sourire silencieux, comme si elle avait gagné quelque chose sans que j'en sache la nature. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la colère froide qui a commencé à me ronger. Je ne pouvais plus être sûre si j'étais victime ou piège. En cet instant, la réalité me révélait ses couches.
la façade construite par Omar et les siens, et derrière une femme âgée qui n'était pas nécessairement la marionnette que l'on m'avait décrit. Comment concilier le besoin urgent de sauver la terre de mon père avec la possibilité d'avoir été manipulée par deux personnes dotées d'un pouvoir et d'un secret? Je me suis surpris à imaginer des scénarios ridicules. Et si elle était complice d'Omar? Et si elle utilisait mon contrat pour blanchir des ressources? Et si, au contraire, elle m'avait fait entrer dans sa confiance pour me protéger d'une famille qui voulait sa fortune? Les pensées se battaient comme des poissons dans un seau, sans issue. Je ne dormais pas, je réfléchissais. Et la réflexion est dangereuse quand on vit dans une maison où la vérité peut changer de main en une seconde. Je savais que je devais choisir une attitude, accepter, fuir, se battre ou attendre qu'un événement me donne la direction. Mais attendre sans savoir n'était pas une option. Quand on a mis la survie d'un parent en jeu, on devient plus mathématicien que poète. Chaque moment sans action est un calcul qui peut coûter cher. C'est là que la première chose que je n'aurais jamais pensé faire m'est apparue. Observer. Observer sans juger, noter sans agir, laisser les mouvements d'une maison me donner ses secrets. Je me suis transformée en astreinte de la maison. Je regardais qui entrait, qui sortait, quels documents étaient signés, que faisait Omar quand il croyait être seul. Je ne volais rien, je n'ai rien piraté, j'ai seulement gardé mes yeux ouverts et ma mémoire prête. Et c'est devenu plus personnel quand, un soir, en rangeant un manteau, j'ai trouvé sous une poche un petit objet, un anneau, modeste mais gravé d'un symbole discret. Un détail qu'on néglige, pensais-je d'abord. Puis une pensée plus dangereuse, un code. Ma mémoire s'est mise à faire des liens bizarres. Cette bague, cet anneau, l'attention qu'on prêtait au fauteuil, la suffisance d'Omar, les pièces semblaient s'assembler, et pour la première fois, je me suis rendu compte que j'étais peut-être dans la position d'un complice potentiel. Je n'en ai parlé à personne. Comment expliquer que la veuve pouvait marcher? Comment admettre qu'on m'avait trompé ou qu'on me testait? Je suis resté silencieux et j'ai continué d'observer. Mais cette fois, je ne me contentais plus de constater, je notais. J'ai commencé un carnet privé, quelques mots griffonnés à l'encre, des dates, des heures, des petits incidents. Si tout venait à exploser, je ne voulais pas être sans mémoire. Un soir, j'ai essayé de lui parler. Ce n'était pas un acte de bravoure, c'était un besoin humain. Je l'ai trouvé près de la fenêtre, regardant la ville qui brille comme une mer d'étoiles artificielles. Je me suis approchée comme si j'allais commettre une faute. « Donia Salma ?» ai-je dit, ma voix trop brève. Elle m'a regardée. « Oui, Hugo ?» a-t-elle répondu, simplement comme si elle attendait déjà mes mots. J'ai contourné la question. J'ai parlé du Mexique, de la terre, de la pluie qu'on attend, des feuilles qui ne repoussent plus. J'ai parlé comme on parle au mur, mais à travers moi, aux autres qui écoutaient sans montrer d'émotion. Je lui ai dit merci pour ce qu'elle avait fait pour ma famille, sans dire la part d'humiliation avec laquelle l'aide était venue. Elle a souri. Puis elle a posé ses mains sur les miennes, pas pour les retenir, mais pour les mesurer. « Tu veux que je te fasse du mal ?» a-t-elle demandé, la voix mesurée. Non, comment répondre à cela? Je n'en savais rien. Elle a murmuré des mots que je n'ai pas tout de suite compris. Ce que je le fais pour survivre, et parfois, pour survivre, il faut faire croire aux gens des choses. Son regard était franc, presque tendre. Je sentais une alliance naissante, mais fragile, une alliance qui pouvait être une ruse, comme l'ombre qui se déguise, ou une vraie main tendue. J'ai décidé, à cet instant, de jouer la carte la plus prudente, gentillesse calculée. C'est ainsi que j'ai commencé à tenir le rôle double dont je ne connaissais pas encore les conséquences. Le matin, chauffeur et serviteur zélé, la nuit, regardeur, penseur, collecteur de détails. La maison, le silence, la courbe des invités, tout se transformait en preuve potentielle ou en piège. Mon cœur battait au rythme d'un soupçon permanent. Les jours suivants, Omar devenait plus présent. Il donnait des ordres par petites notes et envoyait des messages insistants sur mon téléphone.
Parfois, il me regardait comme si j'étais un stylo qu'on glisse dans une poche, utile mais prêt à être jeté. Il avait des réunions, des comptes à régler, et semblait obsédé par la protection de l'héritage. Sa présence me rendait nerveux. Sa présence me rappelait pourquoi j'avais signé. Mais il y avait autre chose sous la surface, des écarts, des mensonges habiles et une logique féroce qui cherchait à contrôler. Je pouvais sentir que, d'une façon ou d'une autre, nous étions tous des pions sur un plateau plus grand. Et c'est précisément au cœur de cette mécanique que j'ai commencé à sentir une autre possibilité. La possibilité que Donia Salma ne fit pas que subir, mais qu'elle tirât, en secret, les ficelles d'un plan qui m'échappait. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'effet que cela ferait sur moi. Avoir signé pour protéger mes gens m'avait transformé en complice de silence, mais mon rôle d'observateur m'ouvrait les yeux. Je ne savais pas encore si j'allais utiliser ce savoir comme un marteau ou comme une bouée. Tout ce que je savais, à la limite de ce premier basculement, c'est que je ne pouvais plus revenir en arrière. J'avais vu ses jambes se lever, sentir la force d'un pas, et dans ce pas, il y avait une promesse implicite, celle d'un mouvement qui finirait par atteindre la vérité. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour rester avec moi dans la suite.
J'avais passé la journée à transporter des dossiers légers, à sourire poliment à des visiteurs, à laver les vitres que j'aurais, dans un autre temps, nettoyées par simple devoir. Le dîner s'était déroulé normalement, Omar était venu, avait passé des ordres, et comme toujours, la maison avait respiré dans un rythme préétabli. Mais la tension était là, comme une brume. Je m'étais couché tard, engourdi par la fatigue, mais quelque chose m'a tiré hors du lit. Un bruit différent, un cliquetis de verre qu'on glisse, presque imperceptible. Un frisson d'alarme m'a remonté l'échine. Je me suis levée, j'ai pris une lampe et je suis allée vers le salon. La porte était entrebâillée, j'ai avancé doucement, mon ombre se projetait sur le mur. Et c'est alors que je l'ai vue, debout, face à la fenêtre, comme si elle contemplait la ville. Je me fige. Son dos était droit, ses épaules calmes. Elle tenait dans sa main un carnet, peut-être le mien, peut-être un autre, et lorsqu'elle s'est tournée vers moi, quelque chose dans son regard m'a dit qu'elle savait que j'étais là depuis longtemps. Elle détenait la maîtrise, et moi, depuis ma signature, j'étais devenu un joueur involontaire dans son théâtre. Je m'apprêtais à parler, à la supplier, à lui demander pourquoi elle m'avait laissé signer, pourquoi elle avait laissé Omar me manipuler. Mais avant que mes lèvres ne s'ouvrent, elle a levé la main. Un geste simple, un doigt posé sur la bouche. Son sourire n'était pas moqueur, il était invitant. « Attends », a-t-elle dit, dans un espagnol impeccable, l'accent glissant comme une caresse. « Il faut que tu comprennes avant de juger. » Et c'est là, dans ce silence qui pèse plus que 1000 mots, que ma vie a commencé à bifurquer. Je me suis rendu compte que la vérité, comme une lame, pouvait aussi sauver. Mais pour l'instant, elle me demandait quelque chose d'inimaginable, être complice. Elle a posé la main sur ma bouche comme si elle voulait me retenir du geste le plus naturel, parler, crier, hurler ma honte. Mais ce soir-là, sa main était une armure. Elle a retiré ses doigts doucement et m'a invité à m'asseoir près d'elle. La fenêtre laissait passer la même lueur artificielle que toujours, pourtant tout paraissait différent. Les ombres avaient cessé d'être des ennemis pour devenir des alliés. « Écoute-moi », a-t-elle dit en espagnol, avec cet accent précis, presque cérémonieux. « Il faut que tu comprennes avant de juger. » Je n'ai pas su si je devais me sentir humiliée d'entendre ces mots de sa bouche ou soulagée parce qu'elle reconnaissait ma petite trahison nocturne. Elle m'a expliqué, sans se presser, comment elle avait appris à tenir le rôle de l'inactif. Il y avait eu des médecins, des traitements, des décisions familiales, et puis un choix pragmatique, se faire passer pour dépendant pour protéger des biens, pour tester la loyauté des héritiers. Ce qu'elle ne m'a pas dit immédiatement, elle le montra. Un carnet noir, un anneau fin posé dessus, le même dont j'avais trouvé la trace dans la poche de l'un des avocats. « Ça », a-t-elle murmuré en le tenant entre ses doigts, « c'est notre code. Si tu vois cet anneau sur la table, si tu le demandes, je répondrai. Si je le passe à ta main, c'est que tu peux agir. Si tu le gardes, tu gardes ton silence. » Le mot « code » sonna comme une promesse et comme un châtiment. Nous avions d'un seul coup un espace secret. Une clé qui n'avait rien à voir avec la formalité du papier que j'avais signé. J'ai glissé l'objet dans ma poche comme on range une épée trop lourde pour être brandie. Elle commença alors à me confier des choses exactes, mais prudentes. Les réunions d'Omar, les heures où certains comptes étaient examinés, le nom de la banque où transitaient les virements fantômes. Elle m'expliqua qu'Abdallah n'était pas là pour jouer les mendiants. Abdallah était une avocate aguerrie, une femme capable de transformer des dossiers fragiles en instruments légitimes. Elle prévoyait la chute d'Omar si elle trouvait et savait prouver des transferts non justifiés, des pressions sur des témoins, des menaces enregistrées. Elle me demanda seulement de récolter ce que je pouvais avec légalité ou du moins avec suffisante prudence pour que la preuve tienne. C'était un terrain instable, mais je n'avais pas le choix. Je devais être mensonge et mémoire à la fois. Notre premier acte fut simple et terrifiant. Pendant une réunion informelle, où Omar se croyait à l'abri, j'appris qu'il attendait la visite d'un associé étranger. Ce serait l'occasion d'écouter sans paraître écouté. Omar, sûr de lui, aurait tendance à expliquer trop ses méthodes.
M'on indiqua une place. Rester à l'écoute dans le salon adjacent, enregistrer sur mon téléphone si les mots allaient dans le sens incriminant. Salma me donna un petit signe discret, un froissement de sa bague d'argent au poignet. J'ai compris qu'elle venait de me dire que le moment était venu. J'ai passé mes mains sur le cuir froid du siège et lancé l'enregistrement. Mon cœur tambourinait comme si je portais un secret dangereux. Dans la pièce d'à côté, Omar parlait avec sa voix de toujours, la voix qui rend gentils les actes cruels. Il parlait d'amende, de régler les choses, de faire partir ceux qu'on veut faire partir. Il parlait de pression à exercer, de contrats à écrire d'une certaine façon pour assurer la chute des indésirables. Les mots étaient précis, le ton était offensif et, pour lui, parfaitement ordinaire. Quand je remis mon téléphone à Abdallah le lendemain, je sentis la vie reprendre un sens que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Elle écouta, imperturbable, puis hocha la tête, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas suffisant, dit-elle sèchement. Nous avons besoin d'une preuve plus publique. Il faut un témoin, quelqu'un qui peut attester devant une autorité neutre. » Sa voix ne laissait pas apparaître l'émotion. Moi, j'entendais la dureté d'une femme qui a l'habitude de gagner. Nous créâmes alors une série de petits pièges légaux, tous innocents en apparence, mais conçus pour faire sortir Omar de sa réserve. Une invitation à un déjeuner d'affaires, la présence d'un notaire pour certifier un accord de gestion fictif, un appel téléphonique enregistré par routine, autant de circonstances où l'orgueil d'Omar pourrait le pousser à se confier. Mais plus nous avancions, plus la tension montait. Omar commença à paraître suspicieux. Il surveillait désormais les entrées. Il posait des questions que je ne devais pas entendre. Une après-midi, je surpris son regard posé sur moi trop longtemps. C'était le regard d'un homme qui se demande si une pièce est truquée. J'ai senti le pantalon se nouer autour du ventre. Il commença à provoquer, à demander des comptes sur les virements. Une fois, il me prit à part et me dit, presque gentiment, « Ne te fais pas d'idées, Hugo. Ici, on ne tolère pas l'ingratitude. Tu as signé, tu connais les risques. » Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe sur mon lit. À l'intérieur, une vidéo, une séquence nocturne où je parlais à quelqu'un au téléphone, dissimulé derrière un paravent. La peur me figea. Omar avait un moyen de me faire tomber et il l'utilisait. La vidéo n'était pas très longue, mais suffisante pour me décrire comme un traître potentiel. Je compris que j'avais désormais la double contrainte, produire la preuve qui démolirait Omar, sans donner à Omar l'occasion de retourner ces mêmes preuves contre moi. Salma, qui avait vu l'enveloppe, s'assit comme si elle avait reçu un coup sur la poitrine. Elle prit ma main et dit d'une voix basse, « Ils auront essayé de te plier. Maintenant, nous devons montrer que ce n'est pas toi qui orchestres, mais eux qui menacent. » Ses yeux n'avaient ni pitié ni jugement. Ils avaient l'éclair d'une personne qui a appris à transformer la colère en plan. Le plan suivant fut le plus risqué, obtenir une copie des mouvements de compte d'Omar, mais par voie administrative. Salma utilisa sa réputation et ses contacts pour convoquer, officiellement, une vérification de gestion devant un notaire et un banquier extérieur. Elle affichait une inquiétude légitime, des transferts suspects sur les comptes liés à l'héritage de la famille. Le notaire, prudent, demanda accès au relevé. Omar, pris par sa suffisance, accepta, en pensant pouvoir tout expliquer. Le jour de la vérification, je restais dans l'ombre du couloir, les mains tremblantes. Les banquiers avaient apporté des dossiers. Abdallah, sereine, me fit un signe. « Prépare-toi. » Dans la pièce, Omar parlait comme d'habitude, avec arrogance. Il ne voyait pas le risque. Puis, lentement, les visages autour de la table se fermèrent. Il y eut des chuchotements, des regards qui fuyaient. Les relevés montraient des virements vers des comptes personnels, des montants qui n'avaient aucune justification comptable. Entre les lignes, des transferts vers des sociétés écrans, des notes de frais gonflées, des paiements effectués à des consultants inexistants. Ce que personne n'avait prévu, c'était le petit coup de théâtre orchestré par Salma et Abdallah. Elles avaient demandé, lors d'une signature, que Omar explique devant témoins l'origine d'un de ces virements. L'homme chargé de certifier fut étonné par la maladresse d'Omar, qui, pris au dépourvu, fit une allusion à « problème qui devait être réglé », et surtout lâcha une phrase que l'on entendrait plus tard dans les enregistrements. « Je ne voulais pas qu'il parte ici, il fallait qu'il signe ». C'était ce qu'il avait fait pour moi. Sa manière d'en parler le rendait coupable, non pas seulement d'un acte administratif, mais d'une pression morale, d'un trafic d'influence. La salle se figea.
Les comptes furent marqués d'une annotation et la banque déclencha une procédure interne, gel temporaire des fonds, le temps d'un audit. Omar pâlit. Pour la première fois, je le vis perdre sa prestance. Son sourire se rétracta. Il donna des ordres, mais ses mots étaient vains. Les documents, dont plusieurs preuves numériques que j'avais remises, tenaient mieux que l'air confus de ses alibis. Quand on parla d'exiger la présence d'un enquêteur externe, Omar comprit qu'il ne s'agissait plus d'un duel personnel, mais d'un engrenage administratif qui pouvait l'étrangler. Après cette réunion, la maison changea d'atmosphère. Où il y avait soupçon, il y avait maintenant distance. Omar évitait mon regard. Il faisait des tours, contrôlait davantage. Il menaça parmi les siens, chercha des soutiens. Je savais qu'il n'allait pas abandonner facilement. Il avait trop à perdre. Pourtant, quelque chose s'était rompu. Son arrogance s'était fissurée et il se montrait moins dangereux en apparence, plus dangereux en secret. Les jours suivants, il tenta plusieurs manœuvres. Il fit circuler une rumeur sur moi, que j'étais un manipulateur, venu pour profiter d'une vieille femme, chercha un soutien parmi le personnel, fit pression sur certains employés pour qu'ils signent des attestations favorables. Mais Salma avait prévu ses coups. Elle avait ses propres témoins, des employés qui, contrairement à ce que l'on croit, avaient vu et entendu depuis longtemps. L'un d'eux, un ancien chauffeur à la retraite, se présenta et raconta comment il avait vu Omar rédiger des lettres pressantes, comment il avait entendu des menaces voilées. Sa voix trembla, mais ses mots furent nets. La tension atteignit un paroxysme, la nuit où Omar fit irruption dans le bureau de Salma. Il entra comme un vent, interrompant une réunion confidentielle entre Salma, Abdallah et le banquier en charge de l'audit. « Assez !» hurla-t-il. « Assez de manigance ! Tu joues un jeu dangereux, sœur !» Sa colère n'était plus contrôlée. Il tenta de récupérer des dossiers, de prendre des documents pour les détruire. Mais la maison répondait à la stratégie. Porte fermée, témoins présents, enregistrement préalablement remis au notaire. Il y eut un moment où il attrapa un classeur et voulut s'enfuir. Salma resta immobile, mais sa voix perça la salle comme un tranchant. « Tu as été un mauvais gardien, Omar, dit-elle, et tu as oublié une chose, il existe des témoins et il existe des lois simples. Tu n'es pas plus fort que la vérité. » C'était un duel. Il cria des insultes, tenta de salir les preuves, jura des représailles. Il menaça mon père, mon village, envoya messages intimidants à ma famille. Mais ces attaques tombèrent sur une défense organisée, des documents certifiés, des relevés bancaires, la banque qui coopérait. La maison, longtemps foyer d'opacité, s'était devenue tribunal. Quand le gel des comptes fut officialisé, Omar perdit son principal levier. Il protesta, menaça de recours, fit des appels, mais le souffle de la procédure administrative s'acharna. Il y eut lieu des négociations formelles, des réunions avec des représentants de la banque, des notaires et des conseillers juridiques. Au milieu de tout cela, Salma resta sereine, et moi, je compris que mes préjugés d'origine se désagrégeaient. Je n'avais pas épousé seulement une femme âgée pour acheter la sécurité de ma famille, j'avais épousé une personne dont l'intelligence et la ténacité dépassaient la façade. Peu à peu, l'équation se transforma. Des virements furent annulés, des sommes bloquées mises à la disposition d'un compte séquestre, et un plan de remboursement fut discuté. La banque proposa une médiation. Si Omar acceptait de restituer certaines sommes issues d'actes contestables, la procédure pourrait être atténuée. L'idée était simple, réparer les dégâts en rendant ce qui avait été pris injustement. La maison respirait, mais l'ombre d'Omar planait. La confrontation finale se déroula dans le salon principal, comme dans un théâtre. Abdallah avait obtenu une réunion avec Omar sous prétexte de réglages familiaux. On invita aussi quelques témoins, le chauffeur retraité, la secrétaire banquière qui avait signé le rapport initial et un notaire. La scène était montée pour produire non plus un tumulte, mais une démonstration. Les appareils étaient allumés, les micro-enregistreurs étaient visibles pour certains, camouflés pour d'autres. L'atmosphère était glacée. Omar entra, arrogant, une dernière fois convaincu de son invulnérabilité. Il parla, d'abord pour sauver la face, puis pour tenter de corrompre l'Assemblée par des menaces et des accusations. Mais Abdallah, implacable, posa des questions pointues. Expliquez ce transfert du 12 mars. Pouvez-vous justifier ces consultants factices? Qui vous a conseillé de forcer une signature?
Face à ces questions, il se déroba. On lui montra des preuves, courriels, enregistrements, témoignages. On lui remit un extrait d'une conversation où il disait, à demi-ivre, que tout se réglerait si le jeune acceptait. La voix sonnait comme un aveu. Les murs de son empire de papier commencèrent à craquer. Il y eut un instant où il tenta de retourner la charge, projetant la culpabilité sur moi, se servant de sa dernière carte, une vidéo préparée. Il la passa. On y voyait mon visage, pris à un moment de faiblesse, parlant à quelqu'un en clandestinité. Mais Abdallah, comme si tout avait été prévu, activa une autre séquence. Elle fit jouer en parallèle une succession d'images de transactions, d'appels téléphoniques et d'un message vocal d'un complice d'Omar qui, pour sauver sa peau, avait enregistré une conversation où Omar détaillait la stratégie d'extorsion. L'effet fut dévastateur. L'audience comprit que, si j'avais été opéré pour me prouver coupable, je n'étais qu'une preuve de plus de la manipulation orchestrée par Omar. Quand les agents de la banque annoncèrent que les comptes restaient gelés et que des procédures supplémentaires allaient être engagées, Omar s'effondra. Son visage, auparavant lisse, se creusa. Il comprit qu'il n'avait plus d'alliés. Il protesta, cria, insulta, mais la pièce, cette fois, n'était plus la sienne. Les témoins, qui avaient peur de lui, trouvèrent une force collective pour parler. Il ne restait qu'un homme pris par la mécanique juridique et par la décence publique. Les mots d'Omar se transformèrent en souffle. Au lendemain de cette confrontation, des choses concrètes se mirent en place. La banque confirma la restitution de sommes détournées vers un compte de compensation, des pénalités furent annulées à mon nom et l'accord promis par Omar, l'annulation de certaines dettes, fut confirmé par un acte notarié. Ma famille au Mexique a reçu, inespéré, les premiers virements qui allaient permettre d'effacer la menace au sujet de la terre. Quand j'ai vu le visage de mon père sur l'écran d'un appel vidéo, ridé et tremblant, j'ai compris que je n'avais pas choisi en vain. Il y eut des larmes, des mots brisés, une gratitude qui n'éteignait pas la honte mais la rendait supportable. Ce que Omar perdit ne fut pas seulement de l'argent, il perdit la maîtrise sur ce que, pendant des années, il avait traité comme une marchandise. On ne répare pas si facilement les torts moraux, mais la restitution financière fut un début. Il y eut des conséquences administratives pour lui, des enquêtes internes, des procédures de destitution au sein des entreprises qu'il privilégiait, et petit à petit, il disparut du pouvoir qu'il croyait indestructible. La maison retrouva une respiration plus calme. La transition pour moi prit plusieurs formes. D'un côté, j'avais maintenant la liberté administrative, mes papiers furent régularisés, la menace d'expulsion disparut, et l'argent promis arriva jusqu'au Mexique. De l'autre, quelque chose en moi avait changé. Je regardais Salma autrement, non plus comme une ancienne patronne à qui j'avais vendu un bout d'avenir, mais comme une partenaire stratégique qui avait cru en ma capacité d'observer et d'agir. Notre relation qui avait commencé par la supplication et la contrainte se rouvrit à une autre logique, celle d'un choix. Il y eut un moment suspendu, la nuit suivant la confirmation des virements, où nous restâmes seuls dans le grand salon. Elle se leva lentement, sans hâte, et marcha vers moi. Ses pas, maintenant, avaient la certitude d'un pas choisi. Ce n'était plus une mise en scène. Elle prit ma main et dit « Tu as sauvé la terre de ton père. Tu as fait ce que je n'aurais pas voulu te demander si je ne l'avais pas cru nécessaire. Je suis fière, Hugo. » Sa voix était chaude, humble et peut-être un peu fatiguée. Je prononçai alors des mots qui, quelques mois auparavant, m'auraient semblé impossibles. Je lui demandais si, maintenant que tout était en ordre, elle voulait rester avec moi, non pas par obligation, mais par choix. Je ne l'ai pas formulée comme une proposition grandiose, c'était une question simple, faite de respect et de vérité. Elle sourit, et ce sourire fut la réponse. « Je l'ai déjà fait », murmura-t-elle. « Si tu veux être libre, reste libre. Si tu veux être à mes côtés, fais-le parce que tu en as envie. » Nous avons décidé ensemble ce que signifiait « mariage » pour nous désormais. Les papiers qui avaient scellé un échange nécessaire furent transformés à leur tour en un pacte volontaire. Salma annula certaines clauses émiliantes de notre contrat, officialisa des parts de responsabilité et me proposa de co-gérer quelques affaires qui relevaient désormais de la transparence. Elle me donna un rôle clair, messager,
gestionnaire d'un fonds de bienfaisance que nous ouvririons pour soutenir les travailleurs migrants comme moi, souvent pris au piège par des contrats et des menaces. L'idée était simple, transformer la souffrance vécue en un outil pour prévenir les abus. La fondation fut lente et discrète. Nous avons commencé par un petit fonds d'urgence pour des personnes qui, bloquées à l'étranger, avaient besoin d'un soutien légal, d'un billet pour rentrer, d'une aide immédiate. Les premières demandes vinrent de voisins, d'employés, puis d'étrangers que la maison avait brièvement connus. La fondation prit la forme d'un pont, un réseau d'avocats, d'hébergements temporaires, de conseillers qui parlaient plusieurs langues. Pour moi, donner ce sens à ce que j'avais vécu était une façon de rendre plus intelligible la honte et la peur. Avant de partir pour le Mexique, nous avons tenu une petite cérémonie, discrète, presque privée. Nous avons invité ceux qui nous avaient aidés. Le banquier qui avait mené l'audit, la secrétaire qui avait osé parler, le chauffeur retraité. Pour la première fois, ma famille au loin fut présentée non comme un objet de transaction, mais comme des êtres avec qui je partageais la reconnaissance. Mon père prit la parole à travers l'écran, sa voix grave décrivit la terre et la pluie, comment les sillons avaient été remblayés et comment nous avions tous l'intention de recommencer. Le voyage de retour au Mexique fut un mélange d'émotions et de bilan. J'avais promis à ma mère de ramener la stabilité et je l'avais faite. Mais je n'étais plus le même. J'avais appris à regarder une maison puissante et à y trouver des points faibles. J'avais appris que la dignité s'achète parfois à un prix amer, mais que l'on peut transformer ce prix en un capital pour aider d'autres. Salma, quant à elle, aimait la terre qu'elle ne connaissait pas, mais respectait l'idée de cette origine. Elle vint avec moi. Elle voulait voir les sillons, sentir la poussière sèche, comprendre pourquoi j'avais accepté ce mariage si étrange. La rencontre entre ma mère et Salma fut silencieuse au début, puis douce. Elles trouvèrent un terrain commun sur la valeur du courage et sur le soin. Ma mère, avec ses mains cailleuses, posa sa paume sur la joue de Salma, comme si elle reconnaissait une sœur d'armes. Ce geste me donna la certitude que l'union, aussi improbable qu'elle fût, avait engendré une famille plus large, dépourvue d'éclat et pleine d'acception. La fondation prit forme aussi au Mexique. Nous lancions des sessions d'information pour migrants, comment lire un contrat, quels signes d'alerte observer ou demander de l'aide. Nous avons mis en place une ligne téléphonique pour les urgences, avec un petit bureau local. Les premiers bénéficiaires furent peu nombreux, mais chaque cas racontait la même chose. Un jeune parti pour aider les siens, coincé par des clauses, menacé, isolé. En transformant notre histoire en ressources, nous avons donné une réponse concrète à la peur qui m'avait poussé à signer. Je ne dis pas que tout devint facile. Il y eut des nuits où je me réveillais encore, le goût amer de la signature sur la langue. Des jours où je me demandais si, moralement, je n'avais pas cédé à quelque chose d'insupportable. Mais la réponse vint dans le regard des gens que nous avions aidés. Un homme qui put rentrer chez lui parce que nous avions payé son billet. Une femme à qui nous avions permis d'obtenir un document et qui retrouva son salaire. Un fils qui remercia sa mère d'avoir cru que quelqu'un l'aiderait. Ces petites victoires mirent du sens dans ce qui jadis faisait honte. L'image qui me reste longtemps après est simple, celle d'un après-midi sur la parcelle familiale. Le soleil n'était pas celui brûlant de Jeddah, mais il avait sa clarté. Salma avançait lentement entre les sillons, ses mains parfois glissant sur la terre, parlant à voix basse comme si elle conversait avec la mémoire du lieu. Elle regarda la maison, la terre, et me dit « Tu as été honnête quand cela a compté ». Je n'ai pas su répondre à un tel compliment, parce que l'honnêteté avait été une suite de compromis et de stratégies. Mais son appréciation allégea quelque chose en moi. La relation entre nous se transforma progressivement. Nous ne sommes pas devenus l'image cliché d'un couple parfaitement assorti. Nous avons appris à nous écouter, à nous respecter et à nous offrir des gestes simples. Un café le matin, une lettre de ma mère, un appel à un avocat quand il le fallait. Je me suis découvert capable d'un attachement réel, construit sur la reconnaissance plus que sur la passion frénétique. Salma, elle, retrouvait une jeunesse qui n'était pas celle du corps, mais celle de la décision. Décider de qui être et comment utiliser la puissance pour faire le bien. Parfois, des collègues me demandent ce que je ferais si je revivais la scène. Signer ou refuser?
Je réponds parfois sans détour « Je ne sais pas », ce qui, à mes yeux, est la vérité. Les choix que l'on fait quand la survie se mêle à la famille ne sont jamais simples. Mais je sais aujourd'hui que la dignité n'est pas une ligne immuable, c'est un chemin que l'on reconstruit à chaque acte qui suit la chute. J'ai appris que les alliances sont des territoires fragiles, que la vérité peut être construite avec soin et courage, que les technologies qui nous piègent peuvent être retournées pour nous défendre. Et surtout, j'ai compris que la compassion est un muscle. On la forme, on la tend, on la protège. Ma vie ne ressemble plus à celle d'un simple chauffeur mexicain à Jeddah. Elle est une suite de pas faits avec prudence, parfois avec audace, parfois avec douceur. Si tu es encore là et que cette histoire t'a touché, dis-moi une chose dans les commentaires. Auriez-vous fait la même chose? Écrivez « Courage » si vous pensez que la survie peut parfois exiger des choix impossibles.